Bonjour, alors on va commencer la, la séquence du cours qui va traiter du langage Python et de son intérêt pour faire de la programmation système et enfin automatiser ou faire toutes sortes de choses en fait. Donc Python c'est le roi des langages qu'on pourrait appeler les glue language qui permettent de mettre ensemble un peu toutes sortes d'affaires puis de faire à peu près n'importe quoi. Donc n'importe quoi dans les machines et dans tout. Donc, le roi du web, c'est le JavaScript, mais le roi des machines, c'est le Python. Donc, sans plus attendre, donc, introduction, un peu au Python, et après ça, on va parler un peu, juste un petit exemple de langage Python. Donc, d'abord, le langage Python, c'est un langage de programmation de type script, donc qui est d'usage général, qui a été créé par le Hollandais Guido van Rossum en 1991. Donc on le voit ici à une autre époque, avec des ordinateurs aussi d'une autre époque. Donc souvent c'est considéré, mais peut-être plus maintenant, parce que le langage Python maintenant est plus tellement, il participe encore à créer le langage Python, mais disons qu'il y a maintenant tout disons, un organisme pour gérer le langage Python puis assurer son développement. Puis c'est plus vraiment lui qui contrôle tout ça, mais à un moment, pendant un bon bout de temps, c'était quand même celui qui contrôlait un peu le développement du langage Python. Puis à ce moment-là, on l'appelait le BDFL, donc le Benevolent Dictator for Life. Donc c'est celui qui décidait qu'est-ce qui se passait. Maintenant, c'est plus vrai comme ça l'était au début. Donc Python est de plus en plus utilisé, souvent complémentairement à d'autres langages dans les gros projets. Donc pas juste ça, mais de plus en plus, vous allez voir des gros projets. Puis dans ces gros projets-là, il va y avoir un petit peu de Python qui va automatiser des tests, qui va faire un peu toutes sortes d'affaires. OK? Donc il y a des projets qui c'est juste du Python, mais le Python est beaucoup aussi utilisé avec d'autres projets comme pour faire automatiser des choses comme ça. Donc, il est particulièrement populaire pour des scripts, encore une fois, comme je viens de le dire, pour automatiser des tâches. Donc, c'est un peu comme une espèce de bash++, si vous voulez. Donc, bash, c'est pas si pire, mais comme je l'avais expliqué dans un autre document, quand vous commencez à dépasser 100 lignes de code, bon, il y a des experts de bash qui font des programmes plus gros que ça. Moi-même, j'en ai fait quelques programmes de bash de quelques centaines de lignes de code. Mais, sincèrement, tu sais, rendu là, au-delà de 100 lignes de code, Python, beaucoup mieux. Donc le DevOps, c'est tout ce qui est l'automatisation des projets informatiques de développement. Le prototypage, donc pour faire rapidement des applications, puis voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Faire du back-end web, donc il y a un framework qui s'appelle Django qui est beaucoup utilisé pour ça. Donc est-ce que le Django c'est le truc le plus utilisé au monde? Non. Je veux dire, peut-être ça va être des trucs comme... bon, il y a plein de trucs de back-end, ok? Il y a plein de trucs de back-end, mais je veux dire, un truc par exemple comme en PHP, Laravel ou Symfony va être plus utilisé probablement que Django. Donc, il faudrait que je fasse des recherches. Ça fait un bout de temps que je ne me suis pas intéressé à cette chose-là, mais Django est quand même assez utilisé. Il va être utilisé aussi dans le domaine des sciences, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, donc le data mining, le machine learning, etc. Et aussi, comme par hasard, le Python est utilisé pour enseigner la programmation. Donc, nous, au Cégep Saint-Jean, on utilise le C# pour vous enseigner la programmation. Donc, là, on apprend le Python, non pas pour vous enseigner la programmation, mais on apprend le Python parce que c'est un langage très utile. Mais il y a beaucoup d'universités américaines qui commencent leur cours de programmation avec du Python. Donc le Python, faut pas se le cacher, est de plus en plus populaire. Ok, et c'est encore une étoile montante. Donc des fois, il y a des langages qui sont populaires, mais qui sont plus des étoiles montantes. Exemple, le Java. Ok, donc le Java, ça fait plusieurs années Java est extrêmement populaire depuis l'an 2000, mais il n'est plus une étoile montante. Donc vous avez ici là, les statistiques pour août 2020. D'un indice qui s'appelle le PIPL, donc le Popularity, PIPL, Programming Language, le Y, je me rappelle pas ce que ça veut dire. Mais toujours est-il que c'est un indice qui détermine
en fait, qui est basé sur les gens qui font des recherches sur le web pour apprendre des nouveaux langages. Donc, ça indique lesquels langages qui sont les plus en demande au niveau des gens qui veulent les apprendre. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les plus en demande au niveau des entreprises, mais c'est les plus en demande au niveau des programmeurs qui veulent apprendre quelque chose. Okay? Donc, quel est le langage numéro 1? C'est le Python, avec 31,6% de popularité relative sur un indice qui comprend 100%. Vous avez ensuite le Java, le JavaScript, donc vous voyez que ça baisse quand même assez rapidement, le C#, le C++, PHP, R, Objective-C, Swift, TypeScript, MATLAB, Kotlin, Go. Donc, vous avez ici le trend. Le trend, c'est par rapport à l'année d'avant, je crois. Sûrement pas le mois qui précède. Donc, l'année d'avant, on voit que Python est en montée. Je sais pas le trend, en fait. Est-ce que c'est le mois précédent? Je saurais pas dire. Bon, je veux pas m'avancer à ce titre-là. Mais, pour vous donner peut-être une idée, j'avais fait la même saisie en septembre 2017. Et ça vous donne une idée, à cette époque, le Java était encore au premier rang avec 22% et le Python était à 17%. Donc ici, le Python est rendu à 31% et le Java est à 17%. Donc le Java a baissé au niveau du Python, puis le Python a... Okay, donc c'est pour vous dire quand même que c'est ça, les choses ont quand même changé un peu depuis cette époque. Ouais, c'est ça, ils disent ici en fait the year ago, donc c'est ça, c'est marqué to a year ago. Donc le 3,3% c'est par rapport à l'année qui précède. Donc, si on posait une question, c'est quoi les principaux langages que vous apprenez pendant votre formation au Cégep? Ben, si vous avez répondu Python, Java, JavaScript, C#, PHP, ben vous avez correctement répondu. Donc, c'est les principaux langages que vous apprenez. Et des fois, en proc système, on fait du C. L'année passée, j'avais fait du C. Cette année, ben, je voulais être sûr de faire assez de Python dans la session. Donc, j'ai décidé de le C, de pas le faire tout de suite. Fait que, je sais pas. Je veux pas m'engager. Mais disons que le C, pour que ça vaille la peine, il faut quand même en faire plusieurs semaines, parce que sinon, on en fait juste un peu, puis on dit, ah bon. Fait que pour que ça vaille la peine, il faut en faire plusieurs semaines, puis c'est pas un langage... c'est pas un langage facile, je dirais. Ben, tu sais, c'est ça. Enfin, je me perds en détail. Donc, le R, je pense que vous en aviez fait aussi dans votre cours de mathématiques. Objective-C et Swift, c'est les langages utilisés pour coder des applications pour macOS, pas macOS, mais excusez, iPhone en tout cas, c'est ça, les iPhones et les iPads et iOS, c'est ça, macOS, pour coder pour iOS, TypeScript, bon, c'est comme JavaScript, mais avec du type. MATLAB, c'est pour faire des comme R, c'est pour faire de l'intelligence artificielle. Kotlin, c'est le nouveau langage qui est appelé peut-être à un moment donné à remplacer le Java pour coder les applications Android. Et le Go, une espèce de langage un peu... c'est ça. Bon, OK. Un autre index, ou indice, pardon, qui s'appelle l'indice TOBE. Donc, qui est basé sur plusieurs moteurs de recherche, présumément. Il y a beaucoup de personnes qui ne jouent, parce que là, à chaque fois que les gens disent quel est le langage le plus populaire, ben, chaque personne arrive avec son propre indice pour dire « Ah, c'est celui-là le plus populaire ». Donc, le TOBE, qui est quand même assez utilisé aussi dans le monde pour déterminer quel est le langage le plus populaire, lui, il dit que le langage le plus populaire, c'est le C. Eh bien, je m'excuse, mais permettez-moi d'en douter très, 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 très fortement. Je ne crois pas du tout à ça, mais que voulez-vous? C'est ce qu'il dit. Donc, le C, pour le reste, le Java, le Python, le C++, le C#, à peu près dans cet ordre-là, je trouve que ça a de l'allure. Mais pour le C ici, c'est complètement surréaliste. Je crois pas du tout à ça. Mais bon. En passant, j'ai aucun problème avec le langage C. Je veux dire, c'est un langage que j'apprécie. Mais de là à dire qu'il est en avant des autres, qu'il y a plus de code qui s'écrit en C qu'en Java, puis en Python, puis tout ça, je crois pas ça.
Je crois pas ça une seconde. Bon. Ensuite de ça, vous avez l'index GitHub, qui est le nombre de pull requests qui sont faits sur GitHub en juin 2020, en ce qui concerne ce truc-là ici. Si vous allez voir la source ici, qui va peut-être vous donner le dernier en date de présentement. Donc, vous avez que le langage qui fait le plus de pull requests, qui donne un peu une idée de l'activité qu'on retrouve sur GitHub. Okay? Il y a peut-être des gens que quand ils font des pull requests, il y a peut-être des langages qui ont tendance, les développeurs ont tendance à faire des pull requests plus rapidement que dans d'autres langages. C'est sûr que les langages qui sont plus associés au web vont faire plus de pull requests aussi. Donc, c'est pas le GitHub, c'est pas nécessairement totalement fiable. Okay? Comme n'importe quoi, il n'est pas tout le temps fiable. Okay? Mais il faut savoir un peu d'où ça vient. Mais ça donne quand même une idée. Okay? Même chose comme ici, le TOBA, il donne quand même une idée. Même si le C ici, c'est complètement farfelu. Mais, je veux dire, ici, ça me semble relativement pas farfelu en ce qui concerne ce qui est associé au web. Donc, sans surprise, le JavaScript, c'est le plus populaire sur le web, évidemment. Après ça, on a le Python. Ah. Et le Java, et le Go, et le C++, et le TypeScript, etc. Donc, c'est surtout des langages, comme on voit, le Go, qui est un langage, ma foi, bon, c'est ça. Moi, j'ai aucune... le Go, c'est pas quelque chose qui révolutionne les langages de programmation. OK. Mais, ça fait la job, ok? Donc, il y a des gens qui l'apprécient. Donc, il est populaire, justement, auprès des développeurs, disons, des nouveaux développeurs, qui, eux, sont enthousiastes par rapport à ce langage-là. Bon, c'est pas de problème avec ça. Donc, le C++, le TypeScript, etc. Donc, on voit que les mêmes choses un peu reviennent tout le temps. Ça ici, c'est l'indice, basé sur Stack Overflow. Donc, les pourcentages des répondants qui utilisent le dit langage dans les sondages qui sont faits par Stack Overflow. Donc, Stack Overflow qui est, on pourrait dire, la plus grande communauté de développeurs, en quelque sorte. Donc, d'aide entre développeurs. Donc, ça donne quand même une idée. Donc, on voit ici que 67,7% des gens qui ont répondu au sondage, évidemment, utilisent le JavaScript. Après ça, 63% utilisent le HTML, CSS. 54 ou 55% utilisent SQL. Et ensuite de ça, on voit Python apparaître et Java. Ici, on voit Bash, Shell, PowerShell, donc les langages de script. Le C#, le PHP, le TypeScript, le C++, le C, le Go. Okay, donc, ça donne... Encore une fois, c'est un autre portrait tout le temps, mais qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? On remarque que le Python est pas mal toujours en haut. OK? Donc, je ne sais pas si j'avais absolument besoin de vous convaincre que le Python était populaire, mais je voulais quand même vous en parler. Donc, ici, on voit le langage de programmation que les répondants veulent le plus apprendre. Donc, vous voyez que le Python est le langage que les gens veulent le plus apprendre actuellement. Donc, c'est une tendance forte. Ça, évidemment, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Sinon, il y en a qui veulent apprendre le JavaScript, le Go, encore une fois, qui est un langage que les gens semblent vouloir affectionner. Le TypeScript, le Rust, le Kotlin, le Java, le C++, le SQL, le C#, le Swift. Donc, les caractéristiques du Python, c'est un langage orienté objet à 100% à partir de la version 3. Il est typé dynamiquement, donc on va parler tantôt de version 2 versus 3, mais c'est ça. Il est typé dynamiquement, donc vous n'avez pas besoin de déclarer les types, mais vous pouvez le faire. Le typage est facultatif à partir de la version 3.5. Il est strictement typé. Donc, vous pouvez même pas en Python faire un string plus un int. Ça marche pas. Ensuite de ça, la mémoire est gérée automatiquement. Ça veut dire que vous avez un garbage collector. Le langage est interprété. La syntaxe n'est pas C-like. Donc, c'est le fun parce que aujourd'hui, depuis l'avènement du langage C, qui a connu une certaine popularité. Tous les langages qui ont suivi ont décidé de s'inspirer de sa syntaxe quasiment. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est tout le temps presque C-like. Donc, moi, personnellement, le C-like, je déteste pas, mais j'avoue que ça m'intéresse des fois d'avoir d'autres sortes de syntaxes. Donc, il y a des gens qui détestent la syntaxe du Python à cause de ça, parce qu'on dirait que dans leur vie, leur cerveau a été, disons, figé dans le col, pour qu'il y a juste la syntaxe C-like qui sont capables de comprendre dans leur tête. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En ce qui me concerne, moi, j'ai appris à coder en Basic, en Pascal, qui étaient des langages qui n'étaient pas du tout C-like au départ. Donc,
enfin, je pense qu'il faut, en tant que programmeur, s'habituer à d'autres sortes de syntaxe que la syntaxe C-like. OK? Donc, puis le Python, en fait, il est quand même un petit peu C-like par certains aspects, donc c'est pas si déroutant que ça. Si jamais vous faites du Haskell en prog 4, vous allez voir que là, vous allez être un peu plus dérouté. Ou si on faisait du F#, ou en fait des trucs comme ça commence à être le fun. Donc, mais Python, mon Dieu, ça se prend bien. Donc, aussi, c'est un langage multiplateforme, donc le code est relativement portable. Évidemment, ça dépend qu'est-ce que vous utilisez comme librairie, mais c'est quand même pas si mal. Le code est relativement portable entre Linux, Windows, etc. Maintenant, Python 2 versus 3. Donc, il y a deux versions de Python, ok, parce que par chance, le Python 1, on s'en sert plus. Donc, il y a deux versions de Python. Le Python 2 qui est apparu en 2000, puis le Python 3 qui est apparu en 2008. Donc, vous allez dire 2008, on est en 2020. Pourquoi faudrait-il se soucier du Python 2? Ben, vous avez pas tort de vous poser cette question-là, parce que là, ça commence, le Python 2 commence à être, disons, à être clairé. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris en installant Ubuntu version 20.04, qui est la nouvelle version de cette année. J'ai été agréablement surpris de voir que enfin l'installation par défaut de Linux Ubuntu venait avec le Python 3 et non pas le Python 2. Parce qu'il faut dire qu'avant, à chaque fois, dans les années précédentes, à chaque fois que vous installiez un système Unix, vous aviez le Python 2 qui venait avec par défaut. Horreur, dirais-je. Bon. Non, Python 2, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste qu'il y a tellement de code qui a été codé avec ça, avec Python 2, que les gens ne voulaient pas laisser tomber le Python 2. Donc, il naît comme une bouée de sauvetage. Mais disons que ça serait le temps de tourner la page. Donc, le Python 2, qui date de 2000, là, on peut-tu s'en débarrasser, puis arrêter d'être pogné avec ça dans nos jambes. Donc, le Python 3, c'est ce qu'on utilise. Donc, c'est quoi la différence principale? C'est que le Python 3, essentiellement, est orienté objet. Python 2, il y avait un peu d'objet aussi dedans. Là. Le Python 3 est vraiment orienté objet et il est UTF-8, ce qui n'était pas le cas non plus du Python 2. Donc, il a pris un virage très important. Donc, nous, dans le cours, on apprend le Python 3 et plus précisément la version 3.8 ou plus récente. Donc, présumément que le Python 2 est plus supporté à partir de... En tout cas, au courant de l'année, est plus vraiment supporté, mais c'est ça. Est-ce que vraiment ça va se produire? Je sais pas. Des fois, il y a des choses qu'on dit qui sont plus supportées, puis finalement, sont supportées pendant... Enfin, il n'y a pas de limite à ça. Bon! Je fais beaucoup de digressions. Donc, le site python.org, c'est un site web, je dirais, incontournable pour les gens qui font du Python. Donc là-dessus, vous allez trouver de la documentation, des téléchargements pour installer votre version de Python, des tutoriaux, des nouvelles, etc. Donc, je vous encourage fortement à le visiter pour aller voir qu'est-ce qui se passe là. Donc, vous l'avez ici un exemple, puis à partir de là, vous pourrez installer votre version de Python. Donc, pour ce qui est maintenant de l'installation, justement, donc pour ce qui est de, si vous voulez installer sur Linux, ou Debian, donc en fait dans Ubuntu, là je dis Linux Debian, mais c'est Ubuntu d'une certaine façon, donc vous faites apt install Python 3, tout simplement, mais en passant, il est déjà installé sur Ubuntu 20.04, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Dans Windows, vous pouvez l'installer en allant sur le site de python.org, ou vous pouvez l'installer avec un installateur automatique, comme par exemple Chocolaté. Et notez que l'installation depuis le Windows Store n'est pas recommandée. Okay. Si vous me demandez pourquoi c'est pas recommandé, j'en sais absolument rien. J'ai lu ça quelque part, puis ça avait l'air crédible, la personne qui en parlait, donc finalement, j'ai décidé de vous relayer l'information. Et donc, c'est pas recommandé. Voilà, parce que je l'ai pas essayé. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas recommandé. Les installations WSL puis Windows sont complètement indépendantes. Donc, notez que vous pourriez toujours dans WSL utiliser l'installation qui vient avec Windows, mais disons que je vous conseille d'avoir une installation dans Ubuntu puis une installation dans Windows. Les deux. Vous avez les deux en même temps. OK? Donc, pour vérifier que votre installation est là,
vous allez utiliser Python en utilisant l'option "-v" majuscule, donc pour afficher la version de Python qui est actuellement disponible. Donc ça, c'est dans CMD, donc la version Windows. Donc vous allez avoir la version qui devrait s'afficher. Donc moi, ma dernière version, c'est 3.8.5. Peut-être vous autres, vous allez avoir 3.8.6 ou je sais pas quoi, dépendamment où ce qu'on est rendu, ou plus que ça. Si jamais il y a pour certaines personnes, Python, la commande Python fonctionne pas, donc vous pouvez utiliser la commande PY à la place. Donc j'ai remarqué ça entre les branches pour certaines personnes que la commande Python fonctionnait pas. Peut-être c'est justement parce que vous aviez installé la version ici Windows Store, je sais pas. En tout cas, s'il y en a qui ont installé la version Windows Store, j'aimerais ça savoir pourquoi. En fait, c'est peut-être quoi le problème avec Windows Store. Vous me le direz. Donc moi je sais pas c'est quoi le problème. Donc ici, si vous faites PY, donc le Python PY, c'est genre le Python Launcher pour Windows. Okay? Donc le lanceur de Python pour Windows. Donc lui, en fait, il vous permet de sélectionner quelle version de Python vous voulez lancer à chaque fois que vous faites Py. Okay? Donc, si vous faites, par exemple, si vous faites Py-0, ça va afficher les différentes versions de Python que vous avez installées sur votre machine. Donc, moi, sur ma machine, j'ai 3.7, 64 bits, puis 3.8, 64 bits. OK. Donc, je peux décider après ça laquelle va rouler par défaut, mais moi, par défaut, c'est mon 3.8. Donc, si j'utilise la commande Py, ça va automatiquement démarrer Python 3.8. Pour ce qui est de savoir quelle version de Ubuntu ou de Linux vous êtes en train de rouler actuellement, ben vous pouvez l'afficher en faisant par exemple un cat, etc. OS release, puis vous faites un grep pretty, puis ça va vous afficher ici votre pretty name, qui est une variable d'environnement, qui vous indique votre système d'exploitation. Donc moi dans mon cas c'est Ubuntu 20.04 long term service. Donc toujours dans Ubuntu, la commande pour exécuter Python dans Linux, c'est Python 3 et non pas Python. Donc toujours parce qu'il y avait la question de Python 2 puis de Python 3. Donc classiquement, quand vous entrez juste Python, c'est Python 2 qui s'exécute. Mais je sais qu'il existe une commande que vous pouvez télécharger, si vous voulez, vous pouvez l'installer, c'est Python is Python 3 ou quelque chose comme ça en tout cas. Puis vous pouvez installer ça, parce que là, après ça, vous lancez Python, ça va automatiquement démarrer Python 3. Donc si vous voulez installer ça, vous le démarrez. Moi perso, je me casse pas la tête avec ça, je continue à fonctionner avec la commande Python 3, mais peut-être qu'à un moment donné, j'installerai la commande Python is Python 3 ou quelque chose comme ça. Donc moi, dans mon Ubuntu, j'ai Python 3.8.2, mais je pourrais probablement, peut-être qu'actuellement ma version c'est pas ça, parce que j'ai mis à jour, donc à l'époque où j'ai fait ce PowerPoint-là, c'était cette version-là. Donc, les premiers pas avec Python. Donc là, on va faire un exemple. On va juste voir un peu, grosso modo, à quoi ça a l'air un programme Python de base. Puis ensuite, en fait, vous allez faire un petit tutoriel. En fait, vous allez faire 2 tutoriaux. Donc, exemple d'un programme simple. Donc, en fait, je dis 2 tutoriaux, mais ouais, peut-être que je vais changer un peu les choses, là. En fait, je me garde un droit de réserve. Donc, un exemple de code, vous avez ici un code dans PyCharm. Donc, vous avez c'est un petit programme, là, table de multiplication.python. Et vous avez le shebang ici, au départ. Un commentaire pour dire qu'est-ce que fait ce programme-là. Donc, programme pour afficher la table de multiplication de 1 à 5. Après ça, vous avez la définition ici d'une fonction. Donc, on définit une fonction afficher table qui prend un entier ici, un entier inf et un entier sup, donc inférieur, supérieur, parce qu'on veut afficher la table de multiplication d'une certaine valeur jusqu'à une autre valeur. Et cette fonction-là retourne rien du tout. Donc, c'est l'équivalent du void que vous avez en C#. Donc, cette fonction-là retourne rien du tout. Donc, vous avez ici un commentaire qui indique en fait, c'est un peu la chaîne qui décrit la fonction. Donc, c'est l'équivalent des commentaires XML que vous avez dans C# au-dessus de la fonction. Donc là, dans Python, on les met à l'intérieur de la fonction, ce qui est nettement mieux, à mon avis. Donc, vous avez ça ici, c'est une chaîne de caractères qui doit apparaître tout de suite après la définition. En passant au bout de la définition, vous avez ici un 2 points, ça c'est très important. Et le code à l'intérieur de la fonction est indenté, ce qui est aussi très important.
Alors, on a une book for ici à l'intérieur et on affiche quelque chose ici. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Et finalement, en bas de notre programme, on a en bas de notre script, pardon, on a notre commande ici qui nous dit d'afficher notre table. Alors, une autre chose que vous allez remarquer, c'est que vous n'avez pas de point-virgule à la fin en Python. Vous n'avez pas besoin de ça. La fin de la ligne, c'est la fin de l'instruction. Donc, si vous exécutez ça sous Windows, donc on peut exécuter un script Python en invoquant l'interpréteur Python explicitement. Donc, ça, c'est dans Windows. Je fais Python, table de multiplication, point Python. Donc, je prends l'interpréteur Python, puis j'appelle mon script. Ça va m'afficher 1 fois 1 égale 1, 2 fois 2 égale 4, 3 fois 3 égale 9, 4 fois 4 égale 16, 5 fois 5 égale 25. Si je fais ça, tout ça, parce que si je demande d'afficher la table de 1 à 5. Okay. Donc, par contre, je peux aussi utiliser la commande py ou py, pi, si vous préférez. Donc, je peux utiliser directement la commande py pour exécuter mon script et ça va fonctionner aussi. Donc, la commande py n'est pas disponible dans Linux, mais seulement dans Windows. Dans Windows aussi, si jamais vous avez fait en sorte que vous avez associé l'extension .python à l'interpréteur python.exe, vous pouvez carrément entrer le nom du programme avec .py. Il faut que le .py aussi fasse partie non, c'est-à-dire, ouais, c'est ça. S'il est associé à l'interpréteur, vous allez rentrer ça et ça va s'exécuter aussi directement le script. Okay. Et je crois que l'installation par défaut de Python vous fait ce truc-là. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Par contre, le path extension, je ne suis pas sûr que lui est actif par défaut. Mais ça fait en sorte que vous pouvez rentrer le nom de la commande ou du script sans même mettre l'extension .python. Et à ce moment-là, ça va aussi s'exécuter. Mais il faut absolument que l'extension .python fasse partie du path extension, qui est une variable d'environnement que vous pouvez modifier. Donc, moi, dans le cours, je m'en fous comment vous démarrez Python pourvu que ça marche. Okay? Donc, c'est juste pour vous donner les différentes façons que vous aviez de démarrer ça. Maintenant, dans Linux, soit que vous invoquiez votre script directement avec l'interpréteur ou la commande, si vous voulez associer. Donc, on peut faire Python 3 en donnant le nom du script, puis ça va s'exécuter. Notez ici que c'est exactement le même script. Je n'ai pas changé le code, je ne l'ai pas modifié de quelque manière que ce soit. C'est exactement le même script. Et je l'exécute dans Windows ou je l'exécute dans Ubuntu et ça fait exactement la même sortie. Ok, c'est exactement le même script. Donc, ici, je l'exécute avec Python 3. Ici, la commande Python 3, évidemment, c'est pas celle de Windows, c'est celle de Ubuntu. Donc, ça exécute ça. Ou alors, je peux aussi carrément mettre le / table de multiplication.python. Pourquoi je peux faire ça? Parce que j'ai mon fameux shebang ici à la ligne 1. Donc, comme j'ai mon shebang ici à la ligne 1, je peux carrément exécuter le script comme ça. Okay? Exactement comme un script bash. Donc, à propos des fichiers Python, par convention, ils devraient toujours se terminer avec l'extension .py. Vous devriez aussi utiliser l'encodage UTF-8 pour vos scripts Python. Idéalement, vous allez utiliser aussi la fin de ligne Unix, donc le line feed, au lieu de la fin de standard Windows qui est le CRLF, donc Carriage Return Line Feed, pour que le script soit compatible dans les deux plateformes. Donc, il faut faire attention un peu à ça. Des fois, quand vous créez un script par défaut dans Windows, des fois, il vous met ça en CRLF, mais l'idéal, c'est de le mettre juste en LF. Parce que Windows, en général, est capable de reconnaître les fins de ligne Linux, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Ensuite de ça, vous devriez ajouter un shebang au début de votre script, pas pour Windows, mais pour l'exécuter correctement dans Linux, sans avoir à nommer le programme Python au départ. Et finalement, vous devriez utiliser une indentation de 4 espaces, sans aucune tabulation dans votre code. Donc, alternativement, il y en a des fois qui utilisent 2 espaces, mais vous devez rester conséquent. Donc, soit vous utilisez 2 espaces, soit vous utilisez 4 espaces. Mais la convention de codage la plus utilisée en Python, donc on appelle la PEP8 que vous avez ici. Donc, si vous voulez respecter la PEP8, à ce moment-là, vous allez utiliser 4 espaces. Donc, les commentaires ici, on l'a vu, ça commençait par un H exactement comme dans Bash et comme dans PowerShell. Donc, beaucoup de langages de script, en fait, utilisent le H comme commentaire. Le mot-clé def, ça introduit une définition pour une nouvelle fonction.
Donc ici, j'ai déjà parlé que ça retournait le type none, puis que ça prenait 2 arguments ici. Le typage est facultatif, là. Donc le 2.int puis le 2.int ici, c'est entièrement facultatif. Donc ici, vous avez, bon, comme j'en ai dit tantôt, ça c'est un docstring, c'est la ligne qui décrit la fonction. Et après ça, on a une boucle for ici. En passant, le docstring, ça ne sert pas absolument à rien. Donc, mais si vous êtes dans PyCharm, puis que vous survolez le nom de votre fonction ailleurs, vous allez voir que la documentation de votre fonction va s'afficher ici. Donc, vous allez ici, affiche une table de multiplication de inf à sup, c'est exactement la description ici que vous avez de la fonction, qui va s'afficher ailleurs quand vous allez survoler. Donc, c'est important de mettre une docstring. Finalement, vous avez une boucle ici, for i in range inf sup plus 1, print, puis là on dit i fois i égale i fois i. Donc ça va imprimer 1 fois 1 égale 1, 2 fois 2 égale 4, 3 fois 3 égale 9, 4 fois 4 égale 16, 5 fois 5 égale 25, etc. Okay, donc ici, en fait, vous avez for, mais il faut comprendre qu'en Python, vous n'avez pas de book for classique. La book for i égale 1 ou 0, tant que i est plus petit que blablabla, i++, ça c'est la boucle générale que vous avez en langage C et en langage C#, en langage Java, etc. Vous ne l'avez pas en Python. En Python, le seul type de boucle que vous avez, c'est une boucle for each, mais elle ne s'appelle pas for each, elle s'appelle for. OK? Donc, ça s'appelle, on va dire une boucle for. Je vais dire une boucle for mais en Python, mais il faut que vous sachiez que c'est une boucle de type for each que vous avez en Python. Donc, pour itérer d'une valeur minimum à une valeur maximale, en Python, il faut utiliser la fonction range que vous avez ici. Donc, pour i dans le range de inférieur à supérieur plus 1, affichez ça. Finalement, vous avez ici, dans printf, vous avez ici le f avec une string. Donc ça, c'est une string, mais c'est une string qu'on peut mettre des valeurs dedans. Okay? C'est l'équivalent en C# d'avoir un signe de pièce en avant. Donc, la différence entre ce que vous avez ici en Python puis le C#, il n'y a pratiquement pas de différence. En C#, vous avez un signe de pièce. En Python, vous avez un F pour dire que c'est une string qu'on appelle formatée. Okay? Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Je ne penserais pas. Mais disons que ça s'appelle l'interpolation de string. Ça, vous avez ça maintenant dans la plupart des langages modernes comme le C#, le JavaScript, le PHP, etc. En fait, en PHP, ça existe depuis des temps immémoriaux, mais disons que ça a été introduit dans les autres langages progressivement. Une autre chose que vous devez remarquer, c'est que dans un programme, dans un script Python, vous n'avez pas de main. Comme un peu dans un script Bash ou dans un script CMD, vous n'avez pas de main. Donc dans Python, c'est un langage de script, vous n'avez pas de main. Donc, aussitôt que, si vous faites juste le def ici, ça va définir une nouvelle fonction, mais la fonction, évidemment, ne sera pas appelée. Pour que cette fonction-là soit appelée, il faut l'appeler ici directement dans votre script un peu plus loin. Donc, ici à la ligne 12, c'est ça qu'on fait. On appelle la fonction pour afficher la table de 1 à 5. Donc, ce serait quoi maintenant le meilleur éditeur de code que vous pouvez prendre pour éditer du Python? Ben, moi, je vous dirais que c'est probablement PyCharm de JetBrains. Donc, c'est celui qu'on va utiliser dans le cours. Il est disponible gratuitement en ligne, en version Community, puis il est préinstallé aussi au labo du Cégep, mais dans les circonstances, ça ne sert pas à grand-chose que je dise ça. Donc, son inconvénient principal, je vous dirais que c'est sa lourdeur, mais bon, c'est comme le Visual Studio, c'est un IDE qui est lourd. Le PyCharm est aussi un IDE qui est lourd. Bon, pas très loin derrière, si vous vouliez, vous pourriez utiliser Visual Studio Code ou même Visual Studio pour coder en Python. Mais dans le cours, ici, on va utiliser PyCharm. Aussi, c'est un éditeur que, en fait, tous les éditeurs de code de la série JetBrains sont des éditeurs extrêmement puissants. Donc, vous allez en utiliser un autre quand vous allez coder. En fait, vous avez probablement déjà commencé à vous servir d'un autre éditeur pour faire du Java, que ce soit IntelliJ ou que ce soit Visual, comment ça s'appelle, Android Studio. OK, donc, c'est ça. C'est la même famille d'éditeurs, donc ils fonctionnent très bien ces éditeurs-là. Donc la suite logique, ça serait maintenant de vous présenter le langage Python plus en détail à partir de maintenant, mais au lieu de faire ça avec des cours magistraux, souvent c'est un peu ennuyant, on va le faire avec une série d'exercices tutoriaux. Okay, donc on va commencer par un tutoriel fourni
par JetBrains. Aussi, un endroit est très intéressant pour apprendre le langage Python, ou comme référence, pour un débutant, c'est W3 School, donc qui est toujours une référence très intéressante pour les programmeurs débutants, je vous dirais. Donc, je vous dirais d'y aller. En fait, c'est vraiment une bonne place. Donc, peut-être même que je pourrais aller faire un petit tour. Donc, ici, vous avez le site web de W3 School. Et on voit que en fait, il y a différentes façons de. Vous avez ici le programme Hello World de base. Comment faire de la gestion de fichiers, comment gérer des bases de données. Avec différents petits exercices ici. Des quiz, bon, des trucs comme ça, souvent c'est un peu trop facile ces trucs-là, mais bon, c'est pas grave. Et ici, en fait, le plus intéressant, c'est le menu que vous avez ici. Donc, moi, vu que mon écran est ici, j'ai ça qui apparaît ici, mais vous, avec des grands écrans, vous allez l'avoir directement affichable à côté. Donc, vous avez, bon, Get Started, Syntax, etc., les normes, casting, booleans, les types, plein de sujets que vous avez à propos du Python. Après ça, la gestion des fichiers. NumPy, c'est un truc pour faire disons, des calculs numériques avec Python. SciPy, c'est la même chose, mais compétiteur de NumPy, je présume. Et le machine learning ici, donc l'intelligence artificielle. La gestion du MySQL avec du Python. Une autre base de données, MongoDB, avec du Python aussi, puis différentes références ici pour utiliser du Python. Donc, vraiment, il y a quand même pas mal de stock là. Est-ce qu'on va passer à travers tout ça dans la session? Jamais de la vie. Donc, l'idée, c'est juste de vous montrer en général là, tout ce qui était disponible. Finalement, vous avez la possibilité de, si vous voulez, de regarder des tutoriaux sur YouTube. Donc, de nombreux tutoriaux pour les débutants. Puis, ça peut être utile aussi pour réviser votre prog si jamais vous voulez. Donc, si vous êtes rouillé de vos techniques de prog 1, vous pourriez aller faire ces genres de tutoriaux-là. Donc, pour ne nommer que l'un d'entre eux. Donc, j'ai regardé le premier vidéo, puis j'ai trouvé ça pas si mal. Donc, vous en avez un ici, apprendre le Python, donc c'est en français. Puis, j'ai trouvé ça quand même assez bien. Là. Mais bon, évidemment, tu sais, dans le cours, nous, on prend pour acquis que vous avez quand même certaines bases en programmation. Donc, c'est sûr qu'on part de zéro en Python, mais on construit quand même assez vite là-dessus. Donc, si jamais vous êtes un peu rouillé ou je sais pas quoi, ben, vous saurez un peu où aller chercher des ressources. Donc, certains tutoriaux sur YouTube et des choses comme ça. Donc, voilà.